L'intitulé de cette partie du colloque, Médecine et humanisme, Monsieur le Président Gironde ne m'en voudra pas, mais c'est un pléonasme. Alors pléonasme, c'est un mot qui ne fait qu'ajouter une répétition à ce qui vient d'être énoncé. Je veux dire que la médecine sans humanisme, ça n'est pas la médecine. L'objectif numéro un du médecin, c'est évidemment d'être humanisme. Pendant mon internat, j'ai connu une médecine inhumaine. Une médecine où le malade se résumait à un Bristol sur lequel étaient notées ses principales références. On passait devant sa chambre sans s'arrêter, sans lui adresser la parole, ou devant son lit. Et est-ce qu'aujourd'hui, la médecine s'est humanisée? Est-ce qu'il y a davantage d'humanisme dans la médecine? C'est ce dont nous allons parler ce matin. Il est évident que nous sommes passés à une médecine des machines. Et les machines, elles ne s'occupent pas d'éthique, donc tout ce qui reste à prendre en charge, c'est cette relation du médecin avec ce patient qui vient d'être exposé aux différentes machines dont on ne saurait médire, car évidemment elles ont transformé totalement notre approche de la médecine. Alors je vais tout de suite demander à monsieur Jean-Bernard Dubois et Michel Averrousse de prendre la parole pour la première présentation qui est intitulée « Témoignage, la précarité étudiante en matière de santé ». La maison de santé étudiante. Monsieur Averrousse, nous vous écoutons. Président, merci. Alors nous allons séparer cet exposé en deux parties, c'est-à-dire moi je vais vous présenter tout ce qui a précédé la création de la maison de santé, et ensuite le professeur Jean-Bernard Dubois vous présentera la maison de santé qui fonctionne maintenant parfaitement et dont il a assumé la direction bénévolement pendant quelques années. Voilà, alors effectivement, on va travailler sur ce pléonasme qui consiste à lier la médecine et l'humanisme. Et d'ailleurs, le professeur Pujol, hier, a bien montré que l'humanisme, c'était une partie extrêmement importante, finalement, pour le patient, et c'était aussi un facteur de guérison beaucoup plus rapide. Alors, on va parler de la population étudiante, essentiellement, qui est une population un peu particulière, en ce sens qu'elle a son propre mode de vie, bien qu'elle intervienne énormément en interaction avec la cité. Ça veut dire, par exemple, qu'elle a ses propres stades de sport dans le cadre du sport universitaire, elle a ses propres restaurants universitaires, elle a aussi ses cités pour le logement, cités universitaires, même si elle n'a pas assez. Ce qui veut dire qu'en fait, elle vit une vie presque communautaire qui interagit avec le reste de la population. Et en ce qui concerne les soins et la médecine, on avait la médecine préventive qui fonctionne très bien à Montpellier, mais sur l'ensemble de la population étudiante, dans l'ensemble de la France, on s'était peu occupé des soins, c'est-à-dire du curatif, avec l'idée que, en particulier à Montpellier, on avait un environnement suffisamment riche en médecine curative et qu'on n'avait pas besoin de créer un centre particulier. Or, l'expérience montre que la réalité est tout autre, en particulier, beaucoup d'étudiants, on estime à peu près à 20% le nombre d'étudiants, ne consultent pas ou ne refusent pas, mais ne suivent pas les soins qu'il faudrait, alors pour différentes raisons, des raisons parfois financières, mais la raison essentielle est qu'ils ne connaissent pas le milieu environnant et ils ont aussi des pathologies particulières dont on parlera tout à l'heure, qui est liée à leur mode de vie. Donc on a à peu près 2,7 millions d'étudiants en France et on estime que 20% de ces 2,7 millions ne refusent pas de se soigner, mais en fait ne se soignent pas, ce qui fait quand même de l'ordre de 400 ou 450 000 étudiants dont il faut prendre soin, et par conséquent les différents ministères ont décidé alors là, je vous ai représenté les différentes enquêtes qui à peu près toutes tournent autour des chiffres dont je viens de citer. Certaines disent 20%. Au moment de la crise sanitaire, les problèmes ont été exacerbés et ils ont sauté aux yeux de tout le monde, mais ça fait déjà une dizaine d'années que les universités travaillaient à résoudre ce problème
à mettre à côté de la médecine préventive une médecine curative. Et donc l'idée, c'était que ça s'adresse évidemment à une population particulière, essentiellement aux étudiants étrangers, parce qu'ils sont encore plus démunis que les autres. Alors parmi les étudiants étrangers, vous en avez deux sortes, si je puis dire. Vous avez ceux qui viennent de la CE, c'est-à-dire de l'environnement qui est à peu près le même que le nôtre, et donc ceux-là n'ont pas de problème particulier, exactement comme les étudiants issus de la métropole. Par contre, vous avez les étudiants qui viennent en particulier à Montpellier, où on tourne autour d'une 15% d'étudiants étrangers, sur une population de 70 000 étudiants, ça fait pas mal, qui viennent des pays, on va dire, autour de la Méditerranée, et qui par conséquent ne connaissent pas bien notre système de soins, puisque chez eux, il n'est pas aussi développé que chez nous, d'une part, et quand ils arrivent, ils sont assez démunis, et donc il faut les accompagner, et parfois ils arrivent avec des pathologies qui chez eux n'ont pas été soignées ou mal soignées, et donc il faut s'occuper en particulier de ces étudiants. Donc voilà le problème tel qu'il est posé, et donc le ministère a décidé d'aider la création de centres de santé. On en voit d'ailleurs des centres de santé aussi dans des quartiers, dans des villages qui sont un peu différents des centres de santé universitaires, en ce sens que les centres de santé universitaires s'adressent à une population qui est bien identifiée et dont les besoins sont parfaitement connus. Alors, à partir de ce problème-là, nous avons décidé de lancer une réflexion, ça remonte maintenant à 5 ou 6 ans, pour créer un centre de santé sur Montpellier. Donc on a mis en place un groupe projet, on va appeler ça comme ça, ou un groupe de réflexion. Donc je vous donne la composition ici, elle est intéressante parce que, premièrement, vous avez deux personnalités incontournables qui sont le préfet Constantin et le professeur Pujol, qui nous amènent toute leur expérience, et ensuite vous apercevez que toutes les instances sont représentées dans cette population. En particulier, vous avez l'ARS qui est représentée à la fois par sa directrice et par le docteur Dotard. Ensuite, vous avez le rectorat qui est représenté par le directeur de cabinet et le docteur conseil du recteur. Et enfin, vous avez la CPAM qui est un élément incontournable dans le projet. Sans l'accord de la CPAM, ça aurait été difficile de mettre en place, en particulier tout le problème du tiers payant, qui est un problème essentiel pour les étudiants. Et je tiens ici en particulier à remercier M. Cabas, qui nous a même suivis dans les visites des centres de santé que nous avons pu faire à Grenoble ou à Clermont, par exemple, et qui a été d'un appui extrêmement fort. Et ensuite, vous avez les représentants, si je puis dire, institutionnels, c'est-à-dire les vice-présidents de l'Université de Montpellier 2 et de l'Université de Montpellier 1, qui représentaient les présidents, avec lesquels nous avions aussi des réunions régulières. Ensuite, vous avez un ensemble de professeurs qui suivent, qui sont tous de l'UM1, évidemment, ce n'est pas étonnant parce que ça concerne essentiellement la médecine. Vous remarquerez que nous avons aussi un économiste de la santé, parce qu'en termes d'économie, on ne voulait pas faire n'importe quoi. Enfin, vous avez les vice-présidents étudiants des universités Montpellier 1 et Montpellier 2, actuellement c'est l'université de Montpellier, et les représentants des mutuelles étudiants. Donc voilà, on avait un ensemble de personnes très concernées qui ont travaillé pendant quasiment un an à une réunion par mois et des fois deux réunions par mois, et qui vont déboucher sur un projet que je vais vous présenter. Alors, les constats, je vous les ai déjà présentés, et en général, on avait des dispositions réglementaires, c'est-à-dire qu'on avait un cadre légal pour travailler sur ce projet. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il y a eu des décrets qui sont passés, et ensuite des circulaires qui les ont accompagnés. Et on avait un certain nombre de principes. Alors, vous retrouvez ce que je vous ai dit, c'est que, premièrement, la médecine préventive à Montpellier, dans les universités, fonctionne et fonctionne très bien. Ce qui ne nous a pas posé un problème, mais qui nous a amené à une conclusion. Il ne fallait pas, en créant le centre de soins, démunir le centre de médecine préventive. Ce qui veut dire que le centre de soins devait prévoir son propre dispositif financier et ne pas amoindrir ce qui marchait très bien pour créer quelque chose qui manquait. Voilà, ça c'est le premier problème. Donc, accès gratuit à la santé, c'est mis en rouge parce que c'est un prérequis, si vous voulez. Il faut que les étudiants
puissent aller consulter ce centre de soins sans avoir des soucis financiers, ce qui les a retenus précédemment dans la médecine qu'on trouvait dans notre ville. Et donc l'idée, c'est effectivement qu'il fallait absolument que les étudiants rentrent dans le processus du tiers payant, d'où l'importance de l'implication de la CPAM dans notre projet. Voilà, donc je vous ai raconté les visites que nous avons faites à Grenoble et à Clermont, le centre de santé de Grenoble étant un exemple en la matière. Alors, je vous montre ici le cadre réglementaire qui nous a permis de travailler et de rester tout à fait dans les clous. Je dois dire que le ministère nous a fortement aidés dans cette affaire-là. Et je dois, de ce point de vue, remercier M. Carton qui travaille au ministère et qui est venu plusieurs fois discuter avec nous. Et même parfois, il faut le dire, quand on était un peu découragé par la difficulté administrative, nous relancer dans le processus en nous disant absolument qu'ils étaient derrière nous et qu'ils comptaient sur nous pour mettre en place ce système. Voilà, alors l'idée donc c'était ça, c'était d'organiser le parcours de soins d'un étudiant, c'est-à-dire qu'un étudiant qui a une pathologie quelconque, on ne se contente pas de lui faire un examen et puis on le lâche dans la nature. En gros, il a un référent qui le suit pendant toute sa pathologie et qui le conseille et qui le met en relation avec l'environnement extérieur qui est extrêmement riche sur Montpellier. Il n'était pas question de créer dans notre centre de soins tout ce qui existe à la périphérie avec l'ensemble des cliniques, des cabinets spécialisés, etc. Par contre, de lui donner les premiers soins, comme fait en gros un médecin généraliste ou quelques médecins spécialisés dont on vous parlera, et ensuite interagir avec l'environnement montpelliérain, où effectivement on trouve, et ce colloque l'a abondamment montré, tout ce dont nous avons besoin pour suivre un patient. Voilà, donc dans ce centre de soins, il faut trouver effectivement un accueil pour les étudiants extrêmement, personnalisé. Et ensuite, excusez-moi si vous pouvez accélérer un petit peu. Voilà, mais j'ai pratiquement terminé. Alors on a fait un projet, on a écrit ce projet. Il est passé devant le conseil d'administration finalement à l'époque de la COMU-LR. Et je me plais à souligner qu'il a été adopté à l'unanimité, ce qui, pour des délibérations d'un conseil aussi large, est relativement rare, mais ce qui est expliqué par le groupe de travail que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui émanait à peu près de tous les organismes. Voilà, donc le centre de soins est créé, et à partir de là, je passe la parole au premier directeur du centre de soins, qui était le professeur Jean-Bernard Dubois, qui a assumé cette direction. Merci, M. Averrousse, le professeur Dubois, des familiers des Montpelliérains. Il a été professeur d'oncologie médicale à la faculté de médecine et il a dirigé le centre anticancéreux de Montpellier. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. Bon, je ne vais pas répéter, bien entendu, tout ce qu'a dit excellemment Michel Averrousse, mais je dois souligner tout de même que la gestation de ce centre de santé a duré 2 bonnes années. Et qu'il a fallu toute la compétence, l'énergie de chacun à son niveau pour arriver à cette réalisation qui n'est pas une réalisation extraordinaire, mais qui est une réalisation, puisqu'elle existe dans beaucoup d'autres villes universitaires, mais qui est une réalisation dont Montpellier manquait et avait un grand besoin. Besoin qui se fait sentir surtout, et Michel Averrousse l'a dit, bien sûr par la précarité de la population étudiante. Et cette population étudiante, elle est nombreuse à Montpellier. La précarité, elle est la même que celle que l'on rencontre dans d'autres villes. Et il y avait là une lacune importante pour tout ce qui concerne le soin. Alors, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit concernant la médecine préventive et qui fonctionne très bien. Ce centre de soins, il fonctionne presque comme une maison de santé. Vous connaissez tous les maisons de santé, soit dans le milieu rural, soit même maintenant avec des développements importants dans le milieu urbain. Et ces maisons de santé, elles regroupent différents professionnels dans différentes spécialités, les médicaux, les paramédicaux. Et initialement, nous avions comme idée de faire cela. Mais réellement, il fallait absolument que ce centre de santé soit adapté aux besoins de la population étudiante.
en tenant compte, bien entendu, de l'environnement. Michel Averrousse l'a dit, l'environnement montpelliérain, sur le plan médical, n'est pas pauvre. Nous avons une structure hospitalière publique, une structure hospitalière privée, des médecins libéraux extrêmement nombreux, représentant toutes les disciplines, et pour la plupart d'un très haut niveau. Donc nous devions nous appuyer, bien entendu, sur tout ce qu'il y avait autour de nous. Et donc, lorsque on m'a demandé de prendre la direction de ce centre de santé, c'était en 2016 par là, je ne l'ai plus actuellement, j'ai été remplacé par le professeur Olivier Jonquet, ici présent, que je salue, et qui a bien voulu me remplacer du fait de mes autres préoccupations importantes, la présidence de la Ligue du Comité de l'Hérault, la vice-présidence nationale qui m'a été préparée par mon maître, le professeur Pujol, et également toutes mes fonctions que je peux avoir dans le domaine du handicap et qui sont nombreuses. Donc je vais simplement vous dire ce que nous avons fait dans les premières années. Dans ce centre de soins, avec l'offre de soins qui était essentiellement dirigée vers, bien entendu, dans un premier temps, la médecine générale, la médecine interne. Et comme cela a été dit, il fallait qu'il y ait un pivot qui est le médecin généraliste qui reçoit le patient, qui reçoit l'étudiant et qui va, bien entendu, exercer son premier diagnostic. Nous avons actuellement, ce sont des chiffres qui ont été communiqués et qui sont récents par Olivier, qui fonctionnent très bien actuellement. Nous avons 1,4 équivalent temps plein de médecins généralistes, dont un, pour la moitié de son activité, exerce une compétence de gynécologie, ce qui est bien sûr important. Nous avons un demi-médecin psychiatre, 2 psychologues, 0,2 équivalent temps plein de kinésithérapeutes, et bien entendu, comme je le disais, tout le reste étant assuré par notre environnement pour ce qui concerne la radiologie, la biologie et toutes les grandes spécialités médicales. La gouvernance est assurée bien sûr par un conseil de surveillance et d'orientation avec le médecin directeur bénévole. Je l'ai été pendant 2 ans et demi, Olivier Jonquet l'est actuellement, et les présidents d'université, le recteur et les représentants des étudiants sont bien entendu là pour faire en sorte que tout ce dispositif réponde du mieux possible aux besoins qui sont exprimés par la population étudiante. Alors, qui recevons-nous? Nous recevons bien sûr tous les étudiants de toutes les universités, de toutes les écoles. Toutes les écoles de Montpellier, ça fait un nombre important d'étudiants, avec bien sûr des pathologies qui sont spécifiques à l'âge, spécifiques aux conditions de vie. Nous, c'est mon cas en tout cas, nous n'avions pas vraiment conscience de la précarité de certaines populations étudiantes, même dans notre ville de Montpellier, où nous avons encore beaucoup d'étudiants qui ne font aucun repas par jour, beaucoup d'étudiants qui vivent dans des conditions de précarité tout à fait inacceptables. Et c'est bien entendu ces conditions de vie qui peuvent être à l'origine d'un certain nombre de pathologies, en particulier la pathologie de la malnutrition, de la mauvaise diététique et la prévention du diabète, la prévention de l'obésité, et même dans cette population de jeunes, un problème qui reste important. Bien sûr, il y a la prévention des addictions, elles sont nombreuses, je ne vais pas m'y étendre. Il y a bien sûr tout ce qui concerne une pathologie tout à fait particulière et qui concerne beaucoup de jeunes, les soins bucco-dentaires. Et bien sûr, il y a les 3 grandes pathologies spécifiques à cette tranche d'âge, la médecine physique, la médecine du sport. Nous avons une activité vers cette médecine du sport qui est importante, et aussi bien en termes de prévention que de soins. Et j'ai le souvenir d'avoir visité avec Michel le centre de santé de Grenoble, qui est dirigé par un professeur de la faculté de médecine de Grenoble qui est spécialisé en médecine du sport et en médecine physique. C'est donc très important, tous ces problèmes-là. Et puis, les 2 autres tranches importantes de la pathologie de la population étudiante, la gynécologie, avec tout ce qui concerne les soins, bien sûr, la prévention, la contraception, et le grand chapitre, je terminerai par celui-là, de la psychologie et de la psychiatrie. Nous sommes tous conscients des problèmes que peuvent entraîner les conditions de vie de l'adolescence, l'instabilité de cette période-là, l'incertitude sur leur avenir, et tout cela concourt bien sûr au développement de certaines pathologies psychiatriques
et à la prise en charge par des médecins psychiatres ou par des psychologues. Ceci est si important que en 2022, c'est-à-dire l'année prochaine, il est prévu de créer un bureau d'aide psychologique universitaire. Pourquoi ce bureau d'aide psychologique universitaire? Bien entendu parce que nous avons besoin d'une réunion de différentes compétences, les psychiatres, les psychologues, les assistants sociaux, les infirmières, les médecins bien sûr, et tout cela pour concourir à la meilleure santé mentale de cette jeune population qui est très importante dans notre ville. Alors l'activité de ce centre actuellement, ça n'était pas l'activité du départ. J'ai connu moi la mise en puissance, la montée en puissance de ce centre de santé. Actuellement, nous avons comme activité chaque année à peu près 3200 étudiants qui viennent consulter pour 5000 consultations par an et 2000 entretiens psychologiques, ce qui est important. Ça ne concerne pas forcément 2000 étudiants, puisque beaucoup d'entretiens sont répétés pour les mêmes étudiants, mais c'est une activité qui reste essentielle pour le centre de santé universitaire, qui actuellement, pour les Montpelliérains, est localisé dans un endroit extrêmement accessible, au bord de la ligne du tramway, près de l'avenue du Professeur Grasset, dans l'ancienne école de chimie, avec des locaux qui ont été rénovés, adaptés à cette activité. Ça n'était pas le cas au départ. Nous avons été gracieusement hébergés à plusieurs endroits, entre autres à l'école d'architecture, pendant plus d'une année. Et actuellement, dans ce nouveau local de l'ancienne école de chimie, nous avons un centre de soins, un centre qui est agréable, qui est accueillant, avec un personnel administratif d'une très grande compétence et d'un très grand dévouement, et qui, je crois, répond à réellement à une demande de notre population étudiante. Et cela, bien entendu, maintenant, est orchestré et mené de manière tout à fait exemplaire par le professeur Olivier Jonquet, qui continue cette activité et qui va probablement la développer. Je vous remercie.